Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je roule à 90 km/h. Ma distance d'arrêt est de... Réponse A, 81 mètres. Réponse B, 49 mètres. Réponse C, 30 mètres. Réponse D, 45 mètres. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une distance d'arrêt ? La distance d'arrêt, c'est la distance que tu parcours du moment où tu perçois un danger jusqu'au moment où le véhicule est totalement à l'arrêt. Donc, la distance d'arrêt comprend donc deux distances. La première, c'est la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, qu'est-ce que la distance parcourue durant le temps de réaction ? C'est la distance que je mets entre le moment où je perçois un danger et où le moment où j'effectue une action. Par exemple, freiner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance d'arrêt est également constituée de la distance de freinage, c'est-à-dire la distance que tu vas effectuer entre le moment où tu appuies sur le frein et le moment où tu t'arrêtes complètement. Alors, maintenant que vous connaissez la distance d'arrêt, comment je fais pour calculer la distance d'arrêt ? Alors là, c'est aussi très simple, c'est une question de cours simple. Alors, ici, on roule à 90 km/h. Ce que je fais pour calculer la distance d'arrêt, je prends le chiffre des dizaines. Donc ici, le chiffre des dizaines, c'est 9. Et je le multiplie par lui-même, ce qui me donne 81. Donc ici, à 90 km/h, ma distance d'arrêt est de 81 mètres. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 2. Cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sur le flanc d'une roue, il y a plusieurs indices. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi une roue ? Ça a l'air d'être une question simple comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, une roue, elle est constituée de deux choses. Tout d'abord, elle est constituée d'un pneu. Un pneu, c'est fait en caoutchouc. Donc ce pneu, il aura une hauteur qu'on va appeler le flanc et une largeur qui constituera sa bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce qui est en contact avec la route. Ce pneu, il va être solidifié par ce qu'on appelle une jante. La jante, c'est la structure du pneu. C'est ce qui donne la solidité au pneu. En général, c'est une jante métallique. Alors, il y a plusieurs indications sur le flanc d'un pneu qu'on appelle des indices alphanumériques. Alpha pour alphabet, numérique pour numéro. Donc des indices qui ont un code fait de lettres et de numéros. Alors ici, regardez par exemple. Ici, on a par exemple la dimension du pneu. Ici, 215, ça veut dire que la largeur du pneu est de 215
millimètres. Un peu plus loin, on aura ce qu'on appelle l'indice de charge et de vitesse. Donc 96, ce sera l'indice de charge. Ça indiquera en fait la masse que peut supporter cette roue. Attention, 96, c'est pas en kilos, hein, c'est un indice. Et ensuite, juste après, une lettre qui va représenter son indice de vitesse, c'est-à-dire la vitesse que la roue peut supporter. Ensuite, très important aussi, vous voyez, on a ce qu'on appelle le dot. À la fin du dot, on a une série de 4 chiffres. Par exemple, ici, 35, 17. En fait, c'est la date de fabrication du pneu. Alors, comment on lit ça ? 35, ça veut dire 35e semaine, et 17, l'année 2017. Alors, pourquoi c'est important ? Alors, ce sera déjà pour toi important quand tu achèteras une roue. Savoir si ton prestataire ne t'a pas mis une vieille roue. En plus de ça, il faut que tu saches que une roue a une date de péremption. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 ans, la roue n'est plus viable. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'indicateur d'usure. En général, il est triangulaire, mais il peut être aussi noté TWI. Alors TWI pour Tread Wear Indicator. C'est en fait l'indicateur du témoin d'usure. Donc ici, est-ce que cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Ce panneau indique un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le panneau de danger qui indique un passage piéton, c'est celui-ci. Alors que le panneau qu'il y a sur la photo, c'est celui-ci. Et ce panneau-là indique un endroit fréquenté par des enfants. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 4. Dans cette situation, je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regarde le rétroviseur gauche. On a un véhicule qui est en train de nous doubler. Alors, quelles sont les bonnes manières à adopter quand on te double et pourquoi ? Alors, quand on te double, il faudra tout d'abord serrer à droite au maximum. Et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est de pouvoir laisser un espace agréable pour que le véhicule puisse te doubler. Également, regarde ici.
Là, c'est le véhicule derrière toi quand t'as pas serré à droite. Regarde le champ de vision en vert. Et maintenant, regarde le champ de vision quand tu as serré à droite. Tu vois très bien que le véhicule qui est derrière toi a un plus grand champ de vision si tu serres à droite, et donc il peut voir plus loin. Également, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas accélérer, car si tu accélères en même temps qu'il te dépasse, il va avoir du mal donc à te dépasser et donc te rabattre, et donc une plus grande chance pour le véhicule qui est en train de te dépasser de rencontrer un véhicule en sens inverse. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 5. Ce véhicule sort d'une voie privée. J'ai la priorité sur le véhicule. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, ce véhicule sort d'une voie privée. Donc, même s'il est à ma droite, il n'y a pas de priorité à droite. La priorité à droite ne vaut que si le véhicule sort d'une rue quelconque. Là, il sort d'une voie privée, ce véhicule. Donc, il n'a pas la priorité et je n'ai pas à lui céder la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 6. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a deux choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Il pleut fortement. Je peux utiliser mes feux de brouillard. Avant, oui réponse A, non réponse B. Arrière, oui réponse C, non réponse D.
Alors portez votre attention sur cette réponse parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir quand utiliser les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière. Alors pour ça, il y a un moyen mnémotechnique. À l'époque, on l'utilisait très souvent dans les auto-écoles quand ils inculquaient des cours de code de la route. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais c'est un moyen mnémotechnique très connu des moniteurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer, d'accord, que, vous voyez, que le gâteau BN, vous savez, les gâteaux BN, c'est comme une voiture. D'accord ? Vous considérez que c'est une voiture. Donc, à l'avant, il y a les parents. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à la banque. Ils vont à la banque BNP, à la BNP. Donc, on peut utiliser ces feux de brouillard avant, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie. Par contre, à l'arrière, il y a qui ? À l'arrière, il y a les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font, les enfants ? Ils mangent des BN. Donc, les feux de brouillard arrière, on peut les utiliser en cas de brouillard et de neige. Pour récapituler, à l'avant, il y a les parents, ils vont à la BNP, brouillard, neige, pluie. Et à l'arrière, il y a les enfants, ils mangent des BN, brouillard et neige. Donc, ici, vu qu'il pleut fortement, je peux utiliser mes feux de brouillard avant, oui, parce que BNP, pluie. Et est-ce que je peux utiliser mes feux de brouillard arrière ? Non, parce que les feux de brouillard arrière, c'est seulement pour le brouillard et la neige. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 9. Je suis sur la voie de gauche. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, certes, on est sur la voie de gauche. Cependant, la signalisation verticale à travers ce panneau d'interdiction de tourner à gauche, mais également la signalisation horizontale, donc le marquage au sol, où on voit très bien qu'il y a juste une flèche qui nous dit d'aller tout droit, nous interdit de tourner à gauche. Donc, ici, même si je suis sur la voie de gauche, je suis très mal placé pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je pense que maintenant, tu le sais, en agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Ici, il n'y a pas de danger immédiat. Le piéton est assez loin. Donc, est-ce que je ralentis ? Oui, ici, je ralentis et je laisse passer le piéton. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 11. Si la voiture avance jusqu'au céder le passage, le camion pourra tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans un autre test. Ici, on va parler de rayon de braquage. Donc, un camion, de par sa longueur, aura toujours un rayon de braquage plus grand que celui d'une voiture. Dans ce cas-là, si la voiture s'était avancée jusqu'au pointillé du céder le passage, le camion ne pourrait pas tourner correctement. Il le toucherait, tout simplement.
Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord? Donc, si on la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues. Réponse B, 3 diodes bleues. Pour des raisons de sécurité incendie, la distance de sécurité dans un tunnel entre deux véhicules à moteur est de 2 diodes bleues. La bonne réponse est donc la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 14. Je roule à 90 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 54 mètres, réponse B, 81 mètres. En cas de contrôle, j'encours un retrait de réponse C, 6 points, réponse D, 3 points. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est une notion qu'on a vue plusieurs fois, que ce soit dans la formation ou même les vidéos YouTube. La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. En tout cas, du véhicule qu'il y a devant toi. Cette distance correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Cette distance de sécurité, elle se calcule et tu dois savoir la calculer pour passer ton code. Comment on fait? On prend la vitesse, ici 90 km/h, on extrait la dizaine, ici la dizaine c'est 9, et on multiplie ce chiffre par 6, ce qui nous donne ici 54. Donc à 90 km/h, la distance de sécurité est de 54 mètres. Si tu ne respectes pas cette distance de sécurité réglementaire, c'est une contravention de 4e classe, tu encours 3 points sur ton permis de conduire et également une amende de 135 €. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 15. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Le cyclomoteur force le passage. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer par mesure de sécurité. Réponse B. J'ai la priorité, donc je ne le laisse pas passer.
Alors, vous allez voir que dans la vraie vie, les gens ne respectent pas tous le code de la route. Donc, ces situations-là, ça va vous arriver souvent. N'oubliez pas, le plus important, c'est la sécurité. Entre la sécurité et la loi, vaut mieux opter pour la sécurité. Ce sera meilleur pour vous et votre corps. Donc, ici, effectivement, le cyclomoteur s'engage sur le sens giratoire de manière non réglementaire parce qu'il devrait me céder le passage. Quand c'est comme ça, vous le laissez passer, que ce soit un cyclomoteur ou même une voiture. Vous ralentissez et vous le laissez passer. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Le GPS doit être programmé A. Avant le départ. B. Pendant le trajet. En circulation, il vaut mieux C. Regarder l'écran. D. Écouter les indications. Alors, bien sûr, le GPS doit être programmé avant le départ. Pareil, en circulation, vaut mieux écouter les indications plutôt que de regarder l'écran. Tout simplement parce que ça va diminuer votre vigilance. Vous n'aurez plus le regard porté sur la route. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 17. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, vous avez un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses, c'est-à-dire qu'il inclut deux panneaux. Une vitesse maximale autorisée de 50 km/h et une interdiction de klaxonner. La bonne réponse ici sont les réponses A. Question numéro 18. Je vérifie la pression de la roue de secours. Réponse A, une fois par an. Réponse B, à chaque fois que je contrôle les autres roues. Alors, les roues du véhicule sont à vérifier une fois par mois. Donc, lorsque je contrôle les roues du véhicule, je contrôle également la pression de la roue de secours. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. L'acuité visuelle minimale pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes, réponse B, 8 dixièmes. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle ? L'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. En fait, elle est mesurée chez l'ophtalmologue. Vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmologue, il vous fait lire à une certaine distance un petit tableau avec des lettres de plus en plus petites. C'est comme ça qu'on mesure l'acuité visuelle. Donc, vous devez avoir une acuité visuelle supérieure
à 5 dixièmes pour être autorisé à conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. L'appui-tête est bien réglé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour que l'appui-tête soit correctement réglé, il faut que le haut de l'appui-tête soit aligné avec le haut du crâne. Donc ici, c'est bien le cas, donc l'appui-tête est bien réglé. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. J'ai commis plusieurs infractions simultanément. Je peux perdre jusqu'à réponse A, 4 points. Réponse B, 6 points. Réponse C, 8 points. Alors, il faut que vous sachiez que si vous vous faites contrôler par la police et que vous avez mis plusieurs infractions, ils ne peuvent pas vous retirer plus de 8 points simultanément. Donc, même si vous avez commis 10 infractions et que vous deviez perdre 12 points, eh ben, ils peuvent pas vous enlever plus que 8 points. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 22. L'arrêt à droite est réponse A, limité. Réponse B, gratuit. Réponse C, payant. Alors ici, comme tu le vois, les pointillés sont bleus. Les pointillés sont bleus et juste au-dessus, il y a marqué arrêt limité à 10 minutes. Donc ici, on est sur un arrêt qui est limité. Et en plus de ça, le panneau nous dit que l'arrêt est limité à 10 minutes. Alors, comment savoir qu'on respecte bien les 10 minutes, si par exemple un policier passe et vérifie si ça fait bien 10 minutes que vous êtes là. Bah, en fait, sur ce genre d'arrêt ou de stationnement, il faudra apposer ce qu'on appelle un disque de stationnement, ou sinon on appelle ça un disque bleu, d'accord ? Et là, il va falloir que tu mettes ton heure d'arrivée. Donc ici, le stationnement donc, n'est pas payant, il est gratuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 23. Les véhicules électriques permettent, réponse A, de diminuer la pollution. Réponse B, de diminuer les nuisances sonores. Réponse C, de diminuer les embouteillages. Alors bien sûr, un véhicule électrique va permettre de diminuer la pollution et également les nuisances sonores car il n'y a pas de moteur thermique. Par contre, ça ne permettra pas de diminuer les embouteillages. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 24. L'ESP permet A, de corriger la trajectoire, B, de stabiliser le véhicule, C, de se garer.
Alors, l'ESP, c'est une aide active à la conduite, en opposition avec les aides passives à la conduite. Je vous en réfère au cours de la formation. Donc l'ESP, en fait, ça permet de corriger la trajectoire du véhicule automatiquement et donc de stabiliser le véhicule. Hein. À ne pas confondre avec le parc assist et avec toutes les autres aides à la conduite. Le parc assist, lui, oui, il va vous aider à vous garer. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 25. Je circule par temps de neige. Je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant amovible ou de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tant que tu n'as pas vu l'un de ces deux panneaux, tu n'es pas dans l'obligation d'équiper ton véhicule de chaîne ou de pneus hiver. Hein? Qu'on s'entende bien. Et même si la route est enneigée. C'est mieux, hein, d'avoir des chaînes ou des pneus hiver sur une route enneigée. Mais c'est vrai que t'es pas dans l'obligation d'en avoir tant que t'as pas vu l'un de ces deux panneaux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. La vitesse maximale autorisée est de réponse A 110 km/h, réponse B 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. J'ai pas mal insisté sur les questions des vitesses maximales autorisées sur ce test, parce que c'est des questions qui sont très récurrentes le jour de l'examen. Alors, ici, on est sur autoroute, comme vous le voyez sur la pancarte sur fond bleu qui est à droite. On va reprendre donc le tableau des vitesses maximales autorisées. Donc, la vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 130 km/h, sauf en temps de mauvais temps. Donc, quand il y a un mauvais temps, la vitesse maximale autorisée est réduite à 110 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Le manque de sommeil peut provoquer les accidents. Oui, réponse A. Non, réponse B.
bien sûr, question facile, le manque de sommeil va diminuer votre vigilance. Et donc va être à l'origine d'ailleurs de nombreux accidents. Donc la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 28. Particulièrement, réponse A, la zone A. Réponse B, la zone B. Alors ici, vous voyez bien que en A, on a un véhicule qui circule dans notre sens de circulation et qui est très éloigné. Donc il est très loin. Alors que en zone B, on a une voiture qui arrive par la droite, certes d'une zone privée, mais par la droite, et qui est très proche de nous. Il serait susceptible de griller la priorité ou autre. Donc ici, je surveille particulièrement la zone B. Question numéro 29. Le conducteur est soumis à une baisse de la vigilance plus importante. Réponse A, juste avant le lever du soleil. Réponse B, juste après le coucher du soleil. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,8 g par litre de sang. Réponse D, de 0,4 g par litre de sang. Alors, comme se montre le document, on a 2 baisses de vigilance très importantes chez l'être humain. Tout d'abord, juste avant le lever du soleil, entre 2 h du matin et 5 h du matin. Mais également en journée, entre 13 h et 15 h après le repas. À savoir qu'une conduite prolongée de nuit, notamment plus de 3 heures de conduite prolongée de nuit, équivaut à une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang, ce qui équivaut à un taux délictuel. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 30. Je peux rouler avec les feux A, B, C ou D. Alors, là ici, encore une fois, c'est du court. Donc là, on roule dans un temps de brouillard. Donc ici, les feux qui vont être autorisés, ça va être les feux de croisement pour pouvoir croiser les véhicules, et les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, et c'est tout. Les feux de route sont interdits en temps de brouillard. Les bonnes réponses sont donc les réponses A, C et D. Question numéro 31. En panne sur autoroute. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsqu'on est bien sûr en panne sur autoroute, il faudra se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est très 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 rare de ne pas pouvoir s'y mettre quand on tombe en panne. Bien sûr, il faudra allumer ses feux de détresse. Par contre, le triangle de présignalisation,
est interdit sur autoroute. C'est trop dangereux. Hein. Sur autoroute, on n'a pas le droit, un piéton n'a pas le droit de marcher sur l'autoroute. Donc il n'a pas le droit de mettre un triangle de présignalisation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 32. Je roule à 30 km/h. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors ici, comme vous le voyez, on roule sur une rue très étroite, avec à notre droite un usager vulnérable, donc un piéton. On voit ici que le trottoir est très mince, hein. Il doit faire même pas 1 mètre de large. Alors ici, pourquoi on va devoir ralentir ? Tout simplement à cause de la notion de zone d'incertitude. Alors, regardez l'animation. Donc, je roule à 30 km/h dans une rue étroite. Il y a donc un usager vulnérable. Et regardez, sa zone d'incertitude, hein, celle d'une personne adulte, c'est environ 1 mètre de rayon. Donc, sa zone d'incertitude, elle se situe sur la route. Donc, il y a des chances que cet usager, je sais pas, trébuche ou je sais pas, perde l'équilibre et se retrouve sur la route lorsque je passe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Pour tous ceux qui entendent pour la première fois la notion de zone d'incertitude, je vous encourage fortement à aller dans la formation parce qu'on va pas avoir le temps de la développer ici. Et que ce sont des questions récurrentes à l'examen du code de la route. Pour répondre à la question, je roule à 30 km/h. La bonne réponse est la réponse A, je ralentis. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique ? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord, les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je peux faire un appel de phare. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors ici on roule sur de nuit et devant nous on a un virage avec très peu de visibilité. Donc il sera très pertinent de faire un appel de phare afin de prévenir les véhicules qui viennent en sens inverse de ta présence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Nous sommes le 20 du mois. Je peux stationner après ce panneau du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le changement de côté s'effectue. Réponse C. Entre 20h30 et 21h. Réponse D. Entre 20h30 et 21h30. Alors ici, on a affaire à un panneau de stationnement alterné semi-mensuel. On a réalisé une vidéo entière sur les panneaux de stationnement que vous trouverez, on va l'afficher en haut à droite. Alors, pour répondre à la question, ce panneau indique que vous êtes autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 et que vous êtes autorisé à stationner du côté pair du 16 à la fin du mois. Le changement de côté, lui, s'effectue entre 20h30 et 21h. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 35. Privilégier les déplacements écologiques permet de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire les nuisances sonores. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, utiliser des moyens de transport écologiques va permettre tout d'abord de réduire la pollution de l'air et ensuite de réduire aussi la pollution sonore ou les nuisances sonores. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 36. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve réponse A en A, réponse B en B. La jauge du niveau d'huile se trouve réponse C en B, réponse D en D. Alors, on va se faire un petit récapitulatif sur les équipements, notamment les équipements qu'il y a sous le capot. Donc en A, ça c'est le réservoir du liquide de refroidissement. En C, ça c'est le réservoir d'huile. En D, la jauge du niveau d'huile. En B, liquide de frein. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 37. Les vitres avant et le pare-brise avant doivent offrir un coefficient de transparence d'au moins réponse A, 70%, réponse B, 80%. Pour les autres vitres, le seuil minimal est de réponse C, 40%, réponse D, 0%. Alors là, c'est une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, ce sont des chiffres à savoir concernant le pare-brise avant et les vitres latérales avant.
le coefficient de transparence doit être d'au moins 70%. Pour les vitrages latéraux arrière et la lunette arrière, il n'y a pas de seuil. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 38. Le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque. Réponse C, une perte de 6 points. Réponse D, une perte de 3 points. Alors, sache que tu es dans l'obligation de céder la priorité au piéton à un passage piéton. Le cas contraire, ça, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. Et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, une perte de 6 points sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc, si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau.
Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La limitation de vitesse prend effet. Réponse A, à 150 mètres. Réponse B, à 50 mètres. Le passage piéton se trouve. Réponse C, à 150 mètres. Réponse D, à 50 mètres. Alors, tu dois savoir que chaque catégorie de panneaux a ses propres débuts, fins et étendues de prescription. Par exemple, les panneaux d'interdiction prennent effet à l'implantation du panneau et prennent fin à la prochaine intersection. Les panneaux de danger, quant à eux, sont ponctuels. Donc, ils annoncent un danger à 150 mètres hors agglomération et à 50 mètres en agglomération. Donc, ici, la limitation de vitesse ne prend effet ni à 150 mètres ni à 50 mètres. Elle prend effet à l'implantation du panneau. Quant au passage piéton, vu qu'on est en hors agglomération, il se trouvera à 150 mètres. Alors, pour tous ceux qui se sont dit, mais comment savoir si on est hors agglomération ou en agglomération? Il y a énormément d'indices qui vous prouvent qu'on est hors agglomération. Pour ceux qui veulent connaître ces indices, je vous incite réellement à aller dans la plateforme pédagogique en description de la vidéo. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 40. Mon véhicule est immobilisé sur autoroute. Je place le triangle de présignalisation 30 mètres derrière le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, ça montre si tu connais réellement ton code de la route ou pas. Vous faites souvent cette erreur sur cette question, souvent parce que vous avez été, il faut le dire, mal formé en fait. Voilà, vous n'avez pas suivi une bonne pédagogie. Alors, vous savez que sur autoroute, il est interdit de sortir de son véhicule. C'est strictement interdit de marcher sur l'autoroute. C'est une infraction. D'ailleurs, votre temps de survie sur autoroute, lorsque vous êtes un piéton, ne dépasse pas 20 minutes. Donc, sur autoroute, lorsque mon véhicule est immobilisé, je ne mets pas de triangle de présignalisation, je reste dans ma voiture, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, souvent vous confondez entre mettre un triangle de présignalisation sur autoroute et en agglomération. En agglomération, si votre véhicule est immobilisé, oui, vous devez mettre le triangle 30 mètres en amont de votre véhicule. Mais sur autoroute, surtout pas. C'est totalement interdit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Donc vraiment, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vraiment à aller sur la plateforme pour te former correctement. Parce que en fait, ça montre que t'as pas les notions nécessaires. Tout simplement. Allez, on passe à la prochaine question. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas.
Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.